Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, votre rendez-vous incontournable dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Je suis ravie de vous accueillir sur Demain TV et sur WeDoBiz.com pour ce numéro consacré à l'exportation. Bénéficier d'un développement économique et financier à l'étranger est une idée qui suscite l'intérêt de nombreux entrepreneurs. En effet, l'exportation peut permettre un accroissement du chiffre d'affaires et une expansion de sa notoriété. Quelle stratégie faut-il mettre en place pour s'internationaliser ? Quelles sont les clés d'une exportation réussie ? Pour répondre à ces questions, je suis ravie d'accueillir Anna Waknin et Déborah Lichantin qui ont accepté de témoigner sur leur expérience. Bonjour à toutes les deux, bienvenue sur le plateau et merci à vous deux de rééquilibrer un petit peu notre balance commerciale. Alors avec quel produit ou avec quel service vous allez vraiment révolutionner le monde ou conquérir en tout cas le monde ? Anna, peut-être pour commencer. Donc Babbler est une plateforme sociale qui permet aux entreprises d'entrer en contact direct avec les journalistes, blogueurs et influenceurs qu'ils ciblent en vue d'obtenir des articles de façon plus simple. Donc ils peuvent interagir de façon sociale avec des likes, des téléchargements des communiqués, des inbox, donc créer un relationnel différent que le modèle existant. Vous, Déborah, de votre côté, votre entreprise ? Câblerie Doménil, c'est une entreprise qui existe depuis bientôt 50 ans et qui est spécialisée dans la distribution de fils et câbles électriques à des grossistes en France et à l'international qui représentent une part conséquente également de notre chiffre d'affaires. Et alors aujourd'hui, à cet instant T là, votre entreprise à l'export, c'est quoi ? Donc Babbler a ouvert un bureau à New York aux États-Unis il y a 9 mois. Donc aujourd'hui aux États-Unis, Babbler c'est une équipe de 5 personnes. Ça représente déjà 50% de nos utilisateurs et 10% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est un démarrage qui nous satisfait pour le moment. Et vous, de votre côté Chez nous, c'est une activité historique, l'export. Ça fait plus de 25 ans qu'on en effectue, d'abord en Europe et aujourd'hui dans le monde entier, essentiellement en Afrique francophone, mais également en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Asie. C'est quoi l'export chez nous ? C'est une équipe qui est basée en Seine-Saint-Denis et qui est diverse culturellement et sur laquelle on s'appuie puisqu'elle est elle-même originaire d'un tas de pays. Donc chez nous, on parle 17 langues. On s'appuie de cette richesse culturelle pour pouvoir exporter dans le monde entier. Donc c'est une équipe, c'est un chemin bien défini de formation et différentes étapes dont on va peut-être parler. Et c'est de la marchandise qui part depuis notre entrepôt jusque dans le monde entier. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour on se réveille en se disant « ça y est, je suis prête pour l'exportation » ? Alors, je ne sais pas si on est prêt quand on part. Non, mais c'est l'opportunité qu'on ne veut pas manquer. Donc, je pense que le bon moment, c'est quand on voit qu'on a les capacités de se développer et qu'il y a une réelle opportunité qui nous attend. Et puis, un niveau de maturité aussi de la boîte et du produit suffisamment important pour permettre de l'exporter et de le présenter dans d'autres pays. D'accord. Alors Déborah, souvent l'exportation, ça passe par un premier pays. Là, on a parlé de 17 langues. Ça, c'est pour les personnes qui interviennent, j'imagine, dans ces pays. Quel a été le premier pays concernant votre entreprise à En fait, on raisonne plutôt en zone export chez nous. Oui. Je pense qu'on a commencé d'abord par l'Europe et ensuite on a élargi au dom-tom parce que chez nous, c'est considéré comme de l'export et c'est quelque chose d'important. On ne vend pas de la même façon dans le département d'à côté et puis à l'autre bout de la planète. Et ensuite, on a élargi à l'Afrique francophone. Donc l'idée, c'était de partir de ce qui était le plus près de chez nous pour ensuite élargir et aller très très loin. Donc vous l'avez choisi en vous disant c'est délibéré, c'est pas une opportunité, vous avez dit on va prendre une entreprise qui est proche de la nôtre, géographiquement une zone et en fait ensuite on rayonne, on étudie le marché, on se rapproche d'organismes de certification comme la COFAS, comme la SFAC, on essaie de regarder quels sont les risques pays, ensuite on participe à des salons sur place et encore avant même de passer par de l'export à l'étranger, il y a tout ce qui est export indirect, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs avec lesquels on peut travailler en métropole qui eux-mêmes travaillent à l'international. Donc ça rentre également dans l'export et tous les gens qui travaillent avec
avec nous au sein de la cellule export commence d'abord par un cheminement finalement en entonnoir, où on commence par de l'export indirect, l'Europe et ensuite le reste du monde. Vous, de votre côté, Anna, vous êtes tournée du côté des États-Unis? Oui, les États-Unis, c'était un choix délibéré, réfléchi, parce que c'est le plus gros marché des RP à l'international. 9 millions d'entreprises qui communiquent aux États-Unis, et puis 50 millions de journalistes et de rédacteurs. Donc le marché le plus stratégique pour nous, pas encore de concurrents présents. Donc on voulait tout de suite prendre une place potentielle de leader sur le plus gros marché. Alors vous avez parlé tout à l'heure de Coface. Quels sont les leaders justement dans ce marché, les organismes qui peuvent aider pour une bonne exportation? Alors nous, la Coface, c'est vrai que c'est l'organisme qui nous a le plus aidé avec la BPI. Après, il y a des organismes comme Business France qui peuvent accompagner les entrepreneurs français à l'étranger. Avec lesquels on peut faire des missions, on peut obtenir des subventions pour participer à des salons, on peut même avoir des informations terrain sur, par exemple, quand on exporte dans des pays qui sont moins faciles d'accès que d'autres, des informations comme ils sont en relation souvent avec l'ambassade de France localement, des tuyaux, même ils peuvent vous fixer des rendez-vous avec des entreprises locales et un vrai accompagnement avec Business France également. Ce sont des accompagnements qui sont payants? Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Business France a des formules payantes, ça reste quand même beaucoup moins cher que d'autres prestataires. Ils ont également des subventions. Si vous innovez dans un peu comme la BPI, quand on innove dans un certain domaine, quand on pousse sur l'exportation dans une zone sur laquelle ils ont envie de pousser, il me semble qu'on peut également bénéficier de subventions. C'est des subventions qui sont difficiles à avoir? Est-ce que c'est des gros dossiers, une grosse procédure qu'il faut en amont? Pas dans mon souvenir. Non, justement, je pense qu'ils font tout pour faciliter ça. Donc non, c'était pas compliqué. Bon, c'est plutôt bien. À votre avis, quel atout il faut avoir pour pouvoir exporter son entreprise? Il faut être agile. Il faut penser, c'est très à la mode, parler local, c'est-à-dire réfléchir de façon globale et agir localement en s'adaptant aux spécificités du marché auquel on s'adresse. C'est vraiment quelque chose qu'on fait depuis des années chez nous, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'expérience culturelle de nos équipes. Et en cela, on a beaucoup de chance d'être en Seine-Saint-Denis parce qu'on a la chance de brasser vraiment de différentes cultures et s'adapter finalement aux façons de procéder. On ne vend pas de la même façon partout. Et c'est très important d'être humble et d'arriver à s'adapter. Très important également, même si on va de plus en plus vers une communication numérique et vers des rendez-vous en FaceTime et des communications par WhatsApp avec ses clients, rien ne remplace une relation en face à face et les déplacements, les tournées clients en personne. Alors moi, j'ai une question. Comment on fait pour conquérir le marché américain? Comment on se prépare à ça? C'est vrai qu'avant de partir, déjà, il faut être préparé et savoir si le produit va être attendu, désiré sur son marché. Donc nous, par exemple, on avait fait des études, on avait une classe de l'ESCP qui avait mené une étude auprès des journalistes et des attachés de presse pour leur poser des questions, pour savoir si le problème auquel on répond était le même à l'étranger et si la façon dont on y répond pouvait leur convenir. Donc quand on est parti, on savait déjà qu'il y avait un besoin, on savait que le problème était clairement identifié et qu'il y avait cette attente d'une solution. Et puis pas de concurrents. Donc c'est vrai que le marché américain est très concurrentiel, très agressif. Donc je pense qu'on ne serait pas parti s'il y avait déjà un leader très installé en place. Donc c'est vrai que ça nous a aidé à partir. On y allait beaucoup plus sereinement en sachant que la route était libre. Parce qu'on sait qu'en plus il y a des échecs. On a connu des grands échecs de grandes enseignes. C'est dû à quoi? Parce qu'on n'est pas assez préparé, selon vous, à ce marché? Récemment, par exemple, il y a eu l'échec de vente privée aux États-Unis. Donc ce que je recommanderais souvent, ma vente privée était passée par un partenaire américain qui s'appelle American Express. Et il n'y avait personne de l'équipe fondatrice du siège, du management français, qui était présent sur place. Donc moi, je conseillerais quand même qu'il y ait une équipe du siège, un membre du management qui aille sur place, qui se déplace, qui forme les équipes. Surtout quand on est dans des produits disruptifs qui créent des nouveaux usages, il faut vraiment éduquer le marché, mais surtout aussi ses équipes et les personnes qui vont faire la promotion de ce produit et qui vont le vendre. Est-ce que ça veut dire aussi peut-être qu'il faut vraiment aller là-bas, exporter? Est-ce qu'on peut exporter de France ou est-ce que le mieux c'est d'être aussi implanté dans le pays? Tout dépend de la façon de procéder. En fait, je pense que, Anna comme moi, on est des entreprises de taille raisonnable, des PME. Chez nous, on est 35 personnes. Chez toi, tu me disais 25. Donc bon, pas toujours évident. Dans ton cas, tu as un bureau à New York, mais pas toujours évident d'être présent sur le terrain. Par contre, il est tout à fait possible d'être présent lors de tournées export, de les planifier tout à fait régulièrement. Et puis, il y a de nombreux pays qui sont exactement sur le même créneau horaire que nous. Donc
ils se rendent même pas compte forcément qu'on n'est pas tout à fait là. Mais par contre, il faut visiter très régulièrement. Il faut connaître les lieux. Du coup, vous parliez de PME, vous êtes des petites structures, des structures familiales pour vous deux. Est-ce que vous pensez que l'exportation est ouverte vraiment à toutes les entreprises, à tous les types d'entreprises, peu importe sa taille? Moi, j'en suis convaincue. Ouais, je pense que ça, voilà, comme le disait Déborah, c'est un marché global. Aujourd'hui, on peut développer un produit d'un garage et faire venir le monde entier sur son site internet. Donc, je pense que ce soit une start-up, une PME ou un très grand groupe, tout le monde peut y accéder. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le frein principal, c'est le fait de manquer un petit peu d'audace? Les gens ont peur de se lancer? Je pense que quand on est une PME, justement, parfois, c'est une force parce que on a la capacité de se remettre en cause et de changer rapidement. Donc, l'audace, peut-être. Je pense que exporter, c'est le point commun des gens qui exportent. C'est une forme de curiosité. Souvent, des gens qui voyagent beaucoup, même en dehors de leur travail, des gens qui sont tournés vers les autres. Et puis, ça apporte une autre dimension aussi au commerce qui est très intéressante. Et finalement, je pense que le point commun, c'est la curiosité et non, ne pas avoir peur. On dit que les femmes sont très curieuses d'ailleurs. Est-ce que le fait d'avoir été... Oui, quand même. Si, il paraît. Les hommes aussi, je pense. Ouais, c'est vrai. Est-ce que le fait d'être une femme, ça change quelque chose dans l'exportation? C'est un atout ou plutôt... Je pense que c'est exactement comme sur le marché français. Hein. C'est-à-dire que pour nous, on fait l'essentiel de notre commerce en France. Les mêmes difficultés qu'on peut parfois... Je dirais pas difficultés, je dirais les différences qu'on peut rencontrer sur le marché français, on les rencontre à l'international. Et puis, vous savez, hein, pour l'instant... je n'ai pas prévu de changer, donc je prends les choses comme elles sont. Vous êtes d'accord avec Déborah? Oui, je pense qu'on soit un homme ou une femme, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence là-dessus. Pour partir, voilà, c'est la curiosité, mais surtout aussi l'ambition. Donc il faut avoir envie de se confronter à des difficultés, il faut aussi pouvoir les supporter. Quand on est confronté à des échecs, quand je suis partie aux États-Unis, je suis partie toute seule avec ma valise. C'était pas ma langue, je connaissais personne. Il faut avoir envie, quoi, d'affronter les difficultés au quotidien et d'avoir la capacité de les surmonter avec le sourire et toujours l'envie, quoi. Et justement, pour conclure, parce que ça passe déjà très très vite, mais quel serait le piège à éviter selon vous si on veut se lancer dans l'exportation? Il faut très très bien analyser le marché auquel on s'adresse, vérifier les risques pays, s'intéresser aux conditions de paiement, analyser également les risques géopolitiques de la zone à laquelle on s'adresse, les conséquences des élections à venir, les prochaines échéances, ce genre de choses indispensables. Et puis également regarder évidemment l'état de la concurrence sur ce marché. Si on fait un peu le bilan, là, par exemple, Anna, est-ce que vous êtes contente de vous être lancée dans l'expérience ou vous avez quelques petits regrets? Non, j'ai absolument aucun regret. Ça a donné énormément de valeur à notre entreprise. Et je pense que les difficultés maintenant, elles sont derrière moi. Et puis, très heureuse de pouvoir faire rayonner aussi la French Tech à l'étranger. On est très peu d'entrepreneurs français dans le numérique, voilà, qui prennent... c'est quand même un risque, même si, surtout quand on est une toute petite boîte, qu'on n'a pas beaucoup de financement, c'est quand même un risque à prendre. Et non, si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Eh bien, merci à toutes les deux. Longue vie à votre entreprise. See you soon, j'ai envie de vous dire. Et puis, merci vraiment d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur demain.fr, sur wedoobiz.com et ellesentreprennent.fr. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Business Woman, car croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est